a commencé il y a 15 ans. 15 ans, oui, exact. On a un projet de ligne aérienne qu'on a eu beaucoup de problèmes pour trouver une solution aérienne factible. Et après, il y a eu Il y a eu effectivement le débat public de 2003 et au terme de ce débat public, il a été demandé à RTE, côté français, de chercher d'autres solutions. Cette solution n'était pas acceptée. On a travaillé pendant beaucoup de temps à trouver une solution. Et après, à partir du sommet de 2006, on a cherché le médiateur Mario Monti. Oui, puis cette solution finalement qui avait été recommandée par Mario Monti, elle a reçu l'accord des gouvernements français et espagnols et cet accord intergouvernemental a été signé au cours du sommet de Saragosse le 27 juin 2008. 2008. Ouais. C'est à partir de ce moment-là qu'on a constitué Inelfe. Voilà. Et que c'est une entreprise commune à 50% entre R2E et RTE, qui a été l'entreprise qui a fait le projet, a fait la construction de toute la ligne. Cette liaison, en fait, elle va doubler la capacité d'échange entre la France et l'Espagne et on va avoir une capacité qui va passer maintenant de 1400 MW à 2800 MW. 2800, exactement. Comme tu dis, c'est le double de ce qu'on avait jusqu'à avant de mettre en service cette interconnexion. Et tout ça nous va permettre une plus grande capacité d'échange entre les deux pays, accomplir les objectifs du marché unique de l'énergie, aussi augmenter le niveau de sécurité des systèmes électriques et en plus du côté espagnol, avoir une plus sûre alimentation de la consommation dans la partie nord de la Catalogne. La Chambre a toujours considéré cette interconnexion comme étant très positive, car nous pouvons rendre compte des avantages qu'il nous procure. Tout d'abord, la sécurité, car si nous avons des difficultés avec les autres connexions que nous avons en Espagne, nous en avons désormais une nouvelle en Europe qui nous garantit un approvisionnement que nous n'avions pas jusqu'à présent. Ces problèmes auxquels nous avons été confrontés il y a quelques années sur la Costa Brava, lorsque celle-ci était restée sans électricité. Nous n'y serons plus confrontés, si Dieu le veut. Favoriser la fluidité du marché électrique, notamment entre les deux pays, mais pour la péninsule ibérique avec l'Europe, et donc permettre à chaque instant de pouvoir avoir accès, mieux permettre d'avoir accès à l'énergie électrique la moins chère quelque part en Europe. Exactement, c'est une raison d'optimiser et de trouver le meilleur prix pour l'énergie dans les deux côtés, parce qu'il y a la capacité d'échanger de l'énergie d'un côté et de l'autre. Et en plus, pour l'Espagne, c'est la possibilité de pouvoir augmenter le développement de l'énergie éolienne. Le coût de l'énergie, un coût qui, malheureusement, augmente toujours plus pour les entreprises et la société en général, nous allons avoir un nouveau marché, celui de l'Europe, qui pourra nous approvisionner en énergie à un prix moins élevé à ceux que nous payons actuellement, ce qui peut également nous procurer des avantages économiques très importants. Et localement, ça apporte aussi une liaison complémentaire au niveau du poste de Baixas, au niveau du poste de Santa Llogaia. Donc ça, là aussi, ça va rendre beaucoup plus solide l'alimentation de ces nœuds qui sont des nœuds d'irrigation en fait, régionaux qui sont extrêmement importants. Baixas, c'est tout le Roussillon, bien au-delà de la seule région de Perpignan. Aussi. Oui, parce qu'il faut tenir en compte que du point de vue géographique, l'entour de Baixas et l'entour de Santa Llogaia, ils sont dans un coin de chacun de ces pays. Oui. Et l'unique façon d'avoir une deuxième connexion électrique, c'est se connecter avec le pays voisin. Ouais. Et je crois que c'est une bonne solution
celle qu'on a en arrivée. Hein. Pour la commune de Bachas, ce grand projet donc devenu réalisation, c'est avant tout bien sûr la mise en avant d'un savoir-faire de RTE, d'INELFE, mais aussi bien sûr la participation de la commune de Bachas à cette réalisation qui est une réalisation mondiale, puisqu'effectivement il s'agit là d'une extension du poste de réseau de transport d'électricité créé à Bachas en 1983, avec une première extension en 2004, et aujourd'hui cette grande réalisation qui va permettre à la fois donc, un développement sur l'ensemble du département mais aussi de la région. C'est un projet international qui voit le jour à Bachas, qui voit le jour pour nos pays et qui voit le jour bien sûr pour nos populations. Les relations avec les groupes qui ont travaillé sur le projet ont permis donc justement de pouvoir à la fois développer le projet en lui-même sur ce site, à la fois faire épouser l'économie locale qui est la viticulture avec cette grande réalisation. Ici, à Santa Llogaia, nous croyons que l'interconnexion a été un projet très important dans notre commune, qui, d'après mes souvenirs, est très petite. Nous avons été débordés par le travail réalisé. De manière générale, nous croyons que les choses ont abouti correctement et nous sommes reconnaissants du travail qui a été réalisé au jour le jour par l'INELF, Red Electrica et la mairie. C'est sûr que le choix d'une solution souterraine a complètement calmé les esprits pour la plupart des... Oui. En général, ça a beaucoup calmé le jeu, quoi. Oui. Surtout du côté espagnol, parce que au moment où la ligne a passé d'une solution aérienne à une solution enfouie, une solution souterraine, c'est comme si le projet a disparu. Oui, hein, c'est le même. Alors, au côté français, il y a eu un gros travail en fait avec les représentations des autorités locales, enfin avec la préfecture, et il y a eu en fait une autre discussion qui a beaucoup, qui a été faite avec le public et avec leurs représentants, et ces discussions ont été menées par un garant, et c'était M. Mercadal, donc, qui a été le garant de toute cette phase de concertation. Et au cours de cette phase de concertation, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris, et aujourd'hui, on montre que les engagements qu'on a pris, on les a tenus. Il est certain qu'en premier lieu, le projet a été un sujet de débat et une polémique en raison de l'impact qu'il pouvait avoir. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai pris mes fonctions de maire, j'ai été tenu informé de l'avancement du projet à chaque instant. J'ai même visité les locaux et on m'a régulièrement fourni des explications et tout type d'informations. Le débat a été très animé et très présent dans la région. Les arguments, des pour et des contre, étant très efficaces, tant d'un côté que de l'autre. De nombreuses études ont été menées, de nombreuses déclarations ont été faites, de nombreuses personnes ont donné leur avis, des personnes importantes, spécialistes dans ce domaine. Par conséquent, nous avions ici un débat très animé, très efficace, à partir duquel chacun pouvait, par la suite, tirer ses propres conclusions. Ainsi, au niveau journalistique, nous n'avions qu'à donner les différents points de vue à propos de l'interconnexion électrique pour que chacun puisse, par la suite, tirer ses propres conclusions. C'est la première fois au monde qu'on a un projet avec une station de conversion avec cette puissance-là et des câbles en courant continu, comme celui qui est ici même, comme en courant continu de cette puissance-là. Il a fallu voir avec les fournisseurs au monde de stations de conversion de câbles quels étaient les produits qu'ils pouvaient s'ajuster au projet, aux besoins et au projet. Ça veut dire qu'il y en avait pratiquement pas, il y avait très peu de constructeurs capables de faire, de répondre en fait à nos spécifications, d'une part, et puis d'autre part, il a fallu en fait faire beaucoup d'études pour déterminer et pour faire le design en fait aussi bien du câble que de la station.
Esta es una Une interconexión. fois souterraine, cette interconnexion de 65 km de long doit être en courant continu. Et nous avons installé 2 stations de conversion aux extrémités. Le tronçon de cette interconnexion est situé non loin des infrastructures existantes, comme la ligne TGV ou l'autoroute. Sí, esta ya era una Oui, cette condition faisait déjà partie du protocole, De 2008, du gouvernement français de 2008, sous lequel le trajet devait suivre les infrastructures existantes. Il s'agit de 2 circuits qui, en étant en courant continu, n'ont besoin que de 2 câbles pour chaque circuit. et pour traverser les Pyrénées, après avoir étudié toutes les autres possibilités, il a été décidé de creuser un tunnel de 8 km et demi de long et de 3,50 m de diamètre. 3,5 mètres de diamètre. de diámetro. Alors cette réalisation, il est évident que le fait qu'elle soit passée en tunnel évite un impact environnemental, évidemment. De plus, pour réaliser ce tunnel, il a été réalisé des études hydrologiques et c'était sans compter l'investissement de professionnels qui se sont vraiment penchés sur le sujet. En tant que journaliste, nous avons eu la responsabilité de devoir expliquer un projet qui n'avait jamais été réalisé. C'est une première, réaliser une interconnexion souterraine de 400 kV et qui passerait sur les Pyrénées. C'était un projet qui, à l'époque, était vu comme pharaonique. Et le temps l'a démontré, car le coût de ces travaux a été important. En tout cas, avoir réalisé ce projet de cette façon met en évidence ses avantages. Il est certain qu'une partie des habitants de la région sont reconnaissants que la ligne passe par les Pyrénées et qu'elle ne se voit pas. També, diguéssim, en aquest sentit, doncs, també ho agraeix. No? També hi poden sortir altres Il avantatges. peut également y avoir d'autres avantages, comme le TGV, qui, soi-disant, avait besoin de la ligne de tension. Sachez justement qu'il épuisait déjà en transport toute l'énergie que possédait le marché à cette époque. Désormais, avec l'interconnexion, nous allons également parvenir, si nécessaire, à augmenter la fréquence de passage du TGV. Pour quelle raison? Parce que nous aurons l'énergie nécessaire pour approvisionner les locomotives de ce type de train. que actuen en aquest tren. No? En este proyecto, uno de los... Dans ce projet, les travaux extraordinaires ont été aussi bien les forages menés pour traverser Des fleuves, des autoroutes, des fleuves et des autoroutes comme le tunnel où nous nous trouvons actuellement. nos encontramos. Ce tunnel a été creusé avec 2 tunneliers. Un qui est parti d'Espagne, l'autre qui est parti de France, et qui se sont rejoints environ à la moitié du tunnel. Bueno, casi en medio del túnel. Je dirais que avant de nous rendre sur cette plateforme, nous n'avions aucune idée de l'ampleur des travaux. Et lorsque nous y sommes arrivés, et qui plus est lorsque nous avons pénétré dans la galerie, c'est là que nous nous sommes rendus compte de l'ampleur des travaux. Vraiment, pour une commune comme Montesquieu, on imaginait mal qu'est-ce que ça pouvait donner. Et j'avoue que ce canigou nous a impressionnés, cette machine, je dirais. Après que le canigou, notre canigou, nous ait impressionnés, cette machine canigou nous a impressionnés. Y nosotros en el lado francés, yo creo que hay Du côté français, je crois qu'il y a environ 12 forages réalisés. Certains sont longs. Il y en a un de 500 mètres et un autre plus long de 700 mètres qui passe en dessous du fleuve Tech. metros que pasa debajo del río Tec. Las perforaciones dirigidas Les son... forages réalisés sont pratiquement des microtunnels. Ils sont de la taille du câble, mais ce sont pratiquement des microtunnels. Du côté espagnol, nous avons eu besoin de réaliser jusqu'à 21 forages pour épargner les fleuves, l'autoroute et le TGV. y el tren de alta velocidad.
cosas que hay que tener. Un des éléments à prendre en compte est que la ligne souterraine n'est pas synonyme d'absence de mesures environnementales. Il ne faut pas penser que nous avons éliminé l'impact environnemental grâce à la ligne souterraine. Exactement. Par exemple, nous prenons des mesures environnementales pour les animaux et la flore. Du côté français, par exemple, nous avons pris une 50aine de mesures environnementales pour les tortues, les grenouilles, les papillons et différents types de flore. Donc le premier principe, c'est d'éviter d'avoir des impacts sur les milieux naturels. Et donc là, dès la conception du projet, l'objet est de concevoir un aménagement qui va au maximum éviter de perturber les habitats des espèces protégées ou non et éventuellement réadapter son projet pour optimiser cette phase d'évitement. Après cette phase d'évitement, il y a des impacts qui peuvent demeurer et donc l'objet de la réduction, c'est de réduire ces impacts qui n'ont pu être évités. Et en particulier, dans le cadre des actions d'évitement, une des actions qui a été mise en place dans le cadre de ce projet. Et parmi ces 9 mesures, donc 2 mesures se retrouvent à peu près dans tous les sites de compensation. C'est par exemple la création d'habitats en faveur des reptiles. Donc là, l'idée, c'est d'entretenir les milieux ouverts pour que ce soit qu'il y ait toujours la nourriture en fait, pour ces espèces de reptiles, par exemple les aroscelets, et de créer des habitats quand ils ne sont pas forcément très présents sur les sites. Donc des gîtes à reptiles, c'est des zones de thermorégulation pour les reptiles, des caches que l'on fait souvent avec des pierres, pour que ce soit des zones qui sont favorables au retour de ces individus d'espèces. Ça peut être aussi la création d'habitats en faveur des amphibiens. Et là, c'est quoi? C'est la création de mares pour que ce soit des habitats de ponte, de reproduction des espèces. Il faut également prendre en compte que les forages réalisés qui sont nécessaires pour traverser certains accidents comme l'autoroute, les voies ferroviaires ainsi que les lits de fleuves doivent être pris en compte comme des mesures environnementales. Oui, exactement. Pour éviter l'impact qu'elles ont sur le lit de la faune des fleuves. Alors le programme de compensation dans sa globalité se situe sur 6 parcelles de compensation. Donc ça va de Baïchas au nord en passant par Toulouge, Trouillas, Villemolac où nous sommes aujourd'hui et on finit à Montesquieu-des-Albert, donc au pied des Alberts. Et donc chaque site a des spécificités particulières. Ah oui, tout à fait. Il a été fait, il y a eu un effort important sur la préservation de la faune et la flore. D'ailleurs, ces études ont mené à des compensations qui ont été proposées par RTE et INELF pour justement pallier au problème des espèces que nous trouvions. Nous avons dû les organiser d'une certaine façon. Par exemple, ne pas les réaliser dans les vignes pendant les vendanges. La réalisation de ce grand projet implanté par RTE INELF, je crois, s'est passée d'une façon parfaite, du début à la fin. C'est mon point de vue maintenant, ce n'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais enfin, je crois que la grande majorité ont apprécié la façon dont tout s'est réalisé. Et maintenant, c'est vrai que lorsque les travaux ont débuté, c'était là que l'appréhension pouvait prendre peut-être un peu le dessus, mais l'entreprise qui a réalisé les travaux a fait le maximum pour rendre l'accessibilité aux parcelles la plus pratique possible. Et il n'y a qu'à voir les travaux finis, comment ils ont laissé cette piste en bordure de vignes, entre les vignes et la route. Je crois que la réalisation, je le répète, a été, à mon point de vue, encore une fois, parfaite. Ce sont d'autres mesures environnementales que nous avons prises pour effectuer les travaux. Même pour effectuer les travaux, nous avons dû les coordonner au cycle de reproduction de certains animaux pour éviter l'impact sur leur vie naturelle.
nous voilà dans le poste de Santa Yogaya. Santa Yogaya avec les transformateurs et derrière les halls de conversion. Et c'est une réalisation qui est complètement unique et unique au monde au jour d'aujourd'hui parce que c'est une réalisation qui en fait qui a un certain nombre de records. Et pourtant, il peut être considéré comme une première mondiale dans la technologie des stations de conversion. Oui, parce qu'aujourd'hui, la station de conversion qui utilise cette technologie, qui est la plus puissante au monde, elle fait 400 MW. Elle est aux États-Unis, tandis que celle-ci, elle fait 2 fois 1000 MW. 2 fois 1000 MW. Donc c'est véritablement une avancée importante en termes de record. Et pour cette technologie de VSC, c'est-à-dire Voltage Source Converter. Du point de vue du câble, c'est aussi, on peut dire, une première mondiale, un développement spécial pour cet ouvrage-là. Exactement, parce que c'est la première fois qu'on utilise un câble à isolant sec, c'est-à-dire en polyéthylène, et qui ne comporte pas d'huile, et qui est utilisé à une tension de 320 000 volts en courant continu. En courant continu, parce qu'effectivement, en courant alternatif, on arrive à les utiliser à des niveaux de tension supérieurs. Et d'ailleurs, le constructeur, Prysmian, a développé, a complètement revu sa ligne de fabrication en usine, a complètement revu les modalités de transport. On avait des tourets qui pesaient jusqu'à 80 tonnes et qui avaient plus de 2 km de câble sur chacun des tourets. Oui, il faut tenir compte qu'il a fallu construire 270 km de câble pour poser, pour avoir câble pour tout l'ouvrage, pour tout le projet. C'est disons, un défi aussi pour le fabricant du câble, pour le fournisseur du câble. C'est un défi important et très, une première mondiale dans le câble. Ouais. Alors un point important aussi, c'est le budget de cette réalisation, oui. Donc, qui est un budget extrêmement important puisque c'est un budget de 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, ça correspond à peu près à 8 à 10 fois le budget d'une réalisation totalement aérienne. Alors ce montant est élevé parce que il s'agit de faire des stations de conversion et ça c'est à peu près 50% du montant des 700 millions d'euros. Et puis il y a le fait de faire une liaison souterraine et une galerie technique. Exactement, c'est 700 millions pour les 2 stations de conversion, pour tout l'ouvrage civil, disons les tranchées et le tunnel et le câble. Voilà, donc c'est bien le montant élevé de cette réalisation qui a conduit à avoir un financement européen de 225 millions d'euros, comme tu le dis, et un prêt de la BUI de 350 millions d'euros, sachant que le reste est financé à part égale entre RTE et Red Eléctrica, c'est-à-dire les gestionnaires du réseau de transport français et espagnol. Avec ce projet, de nombreuses réunions ont eu lieu avec les maires, avec les personnes concernées et avec des associations pour leur présenter le nouveau projet souterrain. Dans notre cas, nous avons également eu beaucoup de réunions avec les maires pour leur expliquer le projet. Un grand effort de communication et d'explication a été mené à bien pour faire comprendre le projet, ses caractéristiques, ses particularités, car c'était la première fois que nous créions une ligne souterraine et par conséquent il fallait en expliquer les caractéristiques. Les rapports avec Inelft ont toujours été bons. Nous avons été informés de l'ensemble du projet et ils nous ont régulièrement demandé si celui-ci allait occasionner un gêne pour les habitants. Ainsi, la relation et le contact qu'ils ont eu avec nous ont été constants pendant la réalisation de l'ensemble du projet. Après le débat public de 2003, il y avait encore certains points à expliquer par rapport au fait que le projet soit souterrain, comme les conséquences qu'il pourrait avoir sur l'environnement ou sur les champs électromagnétiques. Nous avons dû l'expliquer en présentant cette nouvelle solution. Plus tard, lors de la phase de construction, il y a eu une phase de communication avec la région qui a permis que toute la construction soit acceptée sans problème par la région. Pour construire la ligne, nous avions dû prendre en compte tous les problèmes auxquels elle faisait face.
Par exemple, les vignes, la culture de fruits et de légumes secs dans le Roussillon. Nous avons tout pris en compte pour organiser le schéma. Le planning. Oui, le planning des travaux. De las obras. Oui, c'est vrai que j'ai été amené à jouer un rôle un peu particulier parce que nous avons été obligés de mettre en confrontation, on va dire, les propriétaires fonciers, donc les agriculteurs en grande partie, et RTE et surtout INELFE, parce que c'est là-dessus que le projet se porte. Mais ça m'a obligé à prendre des positions, bien évidemment, au service de mes ressortissants que sont les agriculteurs, mais en totale compréhension avec les services donc, du projet, avec qui nous avons eu des débats très constructifs. Et c'est vrai que bon, mon rôle de médiateur, je pense, a été important dans cette démarche. Ça nous a permis d'aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons également tenu une commission de suivi de la construction de la sous-station ou station de conversion de Santa Logaya, avec laquelle nous allions échanger régulièrement des informations sur l'état d'avancement et sur tous les problèmes qu'aurait pu engendrer la construction de stations de conversion. Ce qui nous a permis de réaliser la construction normalement, sans problème. Effectivement, ce projet a été très bénéfique pour la région. Un bénéfice direct et économique très important. Le fait que les entreprises de la région aient été contactées pour réaliser quelques travaux a permis la création d'emplois dans cette région. Les entreprises que nous avons engagées pour construire la sous-station, creuser le tunnel, les fossés et poser les câbles nous ont demandé beaucoup d'efforts pour créer de l'emploi à l'échelle locale. L'emploi à l'échelle locale. Je voudrais parler d'opportunités parce que le développement économique est avant tout donc un projet majeur, crucial pour l'avenir de nos territoires. Mais l'avenir de nos territoires passe aussi par un dessein que nous avons voulu tous ensemble. Cette intégration s'est faite d'une façon réalisée, parfaite. Mais c'est aussi donc une volonté de bien travailler avec les groupes. Donc c'est une réussite que nous avons voulu et nous allons poursuivre ce travail tous ensemble. Bien au-delà, bien sûr, de cette réalisation, c'est ensuite, bien sûr, le fonctionnement en lui-même du poste qui est important. Bachas est mise à l'honneur. Nous avons parrainé plusieurs associations aussi bien culturelles que sportives, comme le club de rugby de Perpignan, l'USAP. Donc je voudrais tout d'abord parler de la synergie qui existe d'un côté entre INELFE et l'USAP Association et l'autre côté entre le projet INELFE et le projet USAP Association, puisqu'effectivement INELFE c'est un projet transfrontalier entre la France et l'Espagne qui a impliqué fortement le département des Pyrénées-Orientales. Et il faut savoir que l'USAP c'est pas seulement le club de Perpignan, mais c'est également le club qui motive toutes les personnes dans le département. Donc on a déjà une première synergie à ce niveau-là. Et puis le projet INELFE, c'est un projet qui concerne la jeunesse européenne, puisque c'est le transport futur de l'énergie. Et le projet de l'USAP Association, c'est également un projet de jeunesse, puisque notre but c'est de former des jeunes pour l'équipe Fagnon et développer le rugby. Et accessoirement, l'USAP est également en train de faire comme INELFE, puisqu'on s'est rapproché, comme je disais tout à l'heure, de la Fédération catalane de rugby, pour développer nous aussi un projet de rugby transfrontalier. Là aussi, c'est l'énergie. Pour affirmer une identité importante de notre relation avec la région. En effet, le festival Castell de Peralada a acquis au fil des années le pouvoir d'être une espèce de point de rencontre en été en Catalogne, car il réunit la société. Dans cette perspective, il nous a paru normal qu'INELF choisisse d'être présente. Conformément à sa volonté de s'intégrer dans la région, de participer à l'événement que nous organisons ici. En effet, cette initiative a été assez durable, pour ne pas dire très durable, et nous avons conservé de bonnes relations. 4 ans, n'est-ce pas? 4 ans. En effet, ça fait déjà 4 ans que cette interconnexion existe dans ces termes. Effectivement, nous nous revendiquons comme un festival typique d'été.
Et il s'agit d'un festival classique, associé à la modernité, à l'excellence et à la tradition. Nous comprenons, en parcourant le territoire, qu'INELF a pensé à plusieurs moments du calendrier pour que le moment venu de se rencontrer dans la région et d'expliquer ce qui s'est passé ici, elle puisse parler depuis un cadre particulièrement adéquat. Un marc spécialement adéquat. Que tenemos un arraigo en el territorio, que estamos en el territorio. Nous habitons sur ce territoire. Nous faisons partie de ce territoire. Nous sommes préoccupés par ce territoire. Nous ne sommes pas venus simplement pour creuser un fossé et poser une ligne électrique, mais avons également un intérêt pour sa région, pour sa culture, pour la région en général. Pour le territoire en général, non? Bien, quand j'ai rencontré Yves Decoeur, donc il y a déjà un petit moment, il y a plus de 3 ans, il était particulièrement intéressé par le projet d'INELFE, qui constitue une grande première mondiale, cette interconnexion entre la Catalogne du Sud et la Catalogne du Nord. Et ça correspondait parfaitement aussi au Festival Pablo Casals, en particulier à l'image de son fondateur, qui était donc catalan et qui est venu se réfugier en Catalogne du Nord en 1936. Le projet nous intéressait parce qu'il était particulièrement innovant et le festival aussi, par son concours de composition, par ses recherches dans la musique contemporaine, correspondait tout à fait à cette recherche vers l'avenir et ce développement de la musique de chambre. Donc il y avait un parallélisme intéressant à mettre en exergue, ce que nous avons fait, je pense. La création avec ce concours international dont INELFE a été le partenaire en 2013 et le sera encore pour 2015, et l'innovation dans des projets un peu irréalisables, mais que s'obstine notre directeur artistique Michel Letiec, dans des projets un peu fous, comme réunir la France et l'Espagne, les deux Catalognes chères au violoncelliste Casals, le temps d'un concert. C'est exactement ce qui s'est produit en 2014, où le thème du festival a été Musiciens sans frontières. Le thème était tout trouvé pour ce concert-là, réunir les compositeurs espagnols et français le temps d'un concert, le soir d'un concert, et que la Catalogne française et la Catalogne espagnole en profitent. Voilà, maintenant les travaux sont terminés et le projet va pouvoir maintenant rentrer en service et au service des systèmes électriques, du système électrique européen. En effet, c'est un projet qu'on va mettre au service de la France, de l'Espagne, de Roussillon et de la Catalogne. Et je crois que ça pourra donner des bénéfices au reste de la population. Bien. Bien. Louis. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une sacrée aventure. Oui.